ce spectaculaire raid de drones dont nous parlions ici même hier, qui s'est abattu sur Moscou. Et ces nouvelles informations, c'est très intéressant, vous allez voir, pourraient se résumer en un mot. Roublievka. Roublievka, c'est le nom d'un quartier, le quartier le plus huppé, le plus cher, le plus luxueux de Moscou, de l'agglomération. En tout cas, c'est là que résident les dirigeants, les grands patrons et même les stars du showbiz russe et même peut-être étrangers. Eh bien, c'est bien ce quartier, c'est ce qu'on apprend, qui a fait l'objet d'un ciblage particulier de cette opération de drone. Souvenez-vous qu'hier, on se demandait si elle avait une cible précise ou il s'agissait simplement de balancer du métal pour effrayer la population. Eh bien oui, il apparaît qu'il y avait bien ce ciblage particulier sur l'élite. Question donc et sur Vladimir Poutine lui-même. La question évidemment se pose. D'abord, les faits, qu'est-ce qui permet de faire cette analyse? Il y a des faits nouveaux. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelle est cette banlieue chic de l'agglomération de Moscou? Eh bien David, bienvenue à la Roublievka. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais les Russes le connaissent très bien. On est à l'ouest de Moscou, dans cette banlieue effectivement très chic. On peut comparer cela à Beverly Hills pour les Américains ou à la Villa Montmorency ou à l'avenue Foch pour les Français. La Roublievka, c'est le lieu de résidence de la haute société moscovite, lieu de prédilection de la chasse à courre au temps des tsars et des empereurs. Pierre le Grand et Catherine II y venaient en pèlerinage et durant l'Union soviétique, c'est là que Lénine et Staline ont fait construire leur datcha. Dans les années 90, c'est là que vivent tous les oligarques, stars de cinéma, ministres, hauts fonctionnaires, à commencer par le premier d'entre eux, Vladimir Poutine. Voici les rares photos dont on dispose de sa résidence de Novo-Ogariovo. Elle est équipée d'un héliport, d'une immense piscine, de plusieurs salles de sport ou encore d'un haras. À quelques encablures réside Dmitri Medvedev, ancien président russe, dans ce domaine qui est baptisé Gorky 9, ancienne résidence du président Khrouchtchev. 80 hectares, chapelle privée, héliport, un golf, un lac. On trouve aussi dans le voisinage le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin. Là encore, un immense domaine avec, on le voit, grand mur d'enceinte et vigile. Tout près aussi, Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense russe. Très belle bâtisse, cette fois dans un style qui évoque les pagodes d'Asie. Des personnalités économiques aussi. Il possède des maisons. Celle-ci, par exemple, appartient à Igor Sechin, le très puissant patron de Rosneft. La liste est encore longue et on pourrait y passer la soirée. On peut même compter parmi les résidents de la Roublievka l'acteur Steven Seagal, que l'on sait aussi très russophile. On était en train de se demander laquelle nous choisirions. Les avis sont partagés, ce sera un débat qu'on aura peut-être un autre jour. En tout cas, c'est bien ce quartier de la Roublievka qui a fait l'objet d'un tir groupé du fameux raid de drones ukrainien hier. Oui, effectivement, hier, la Roublievka s'est réveillée dans les sifflements et le fracas de la défense antiaérienne russe. Et ce matin, c'est un député de la Douma, Alexander Kinstein, qui a dévoilé le poteau rose en publiant la liste des lieux où les drones se sont écrasés hier. Et la vérité apparaît, l'un de ces drones est tombé à une dizaine de kilomètres de la résidence de Vladimir Poutine et un autre à peine 6 kilomètres de celle de Dmitri Medvedev. Autre résidence également de la Roublievka qui a senti le danger à ses portes, cette ancienne ballerine parmi les plus célèbres du Bolchoï, Anastasia Volochkova. Elle a publié hier cette vidéo de son manoir et elle dit effectivement qu'elle a été réveillée par des explosions. Écoutez. Ой, люди добрые, знаете, 2 часа назад я проснулась от таких прям ужасных взрывов. У нас рядом просто в Николо-Рюпино, это воинская часть. Представляете, такие были взрывы, потом мне звонят люди и спрашивают, что все ли в порядке. У нас, оказывается, беспилотник сбили. Вообще, господи, какой ужас, как это было страшно вообще. Très joli rideau. Donc ce député russe qui a fait la liste des endroits ciblés, il en conclut directement que c'est effectivement ce quartier qui était la cible privilégiée. Est-ce que 24 heures après, les Ukrainiens gardent toujours le silence sur cette opération et donc sur les objectifs de cet essaim de drones? Eh bien, les plus hautes autorités sont restées silencieuses, mais regardez ce qu'écrit Anton Gerashchenko, conseiller de la présidence ukrainienne. On ne peut être plus explicite. L'attaque de drone d'hier ne visait pas seulement Moscou, elle visait la Roublievka, une zone immobilière d'élite dans la région de Moscou.
où résident de nombreuses personnes parmi les plus riches et les plus influentes de Russie, y compris Poutine. À noter que la présidence russe elle-même redoutait ce scénario. On vous avait montré cette image il y a quelque temps, une batterie de défense antiaérienne Pantsir installée à 10 km à peine de Novo-Ogariovo. C'était au mois de janvier. Il y a tout lieu de croire que cette batterie est directement intervenue hier matin. Merci Justine. Tout dernier point, est-ce qu'on sait si Vladimir Poutine se trouvait sur place dans la résidence que vous nous avez montrée tout à l'heure au moment du bombardement ? Bien impossible de le savoir parce que Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, n'a pas voulu répondre à cette question. Anton Gerashchenko, lui, affirme que oui, Poutine se trouvait probablement dans sa résidence de Novo-Ogariovo et a été réveillé tôt par son personnel en raison d'un niveau élevé de menaces pour sa sécurité. Évidemment, rien ne nous permet de donner du crédit à cette affirmation. Merci Justine. Donc il y avait bien, a priori, une cible politique. Pierre ? Oui, c'est ce qui ressort. Alors, si je faisais un peu d'humour, mauvais humour, c'est à se demander si c'est pas Prigojine qui a tiré ses missiles sur le quartier qui rassemble tout ce qu'il déteste. Bon, je ferme la parenthèse. Début du mois de mai, 1 ou 2 missiles sur le Kremlin. Ça avait beaucoup frappé, le fait que des missiles puissent toucher un dôme du Kremlin. Et donc, il n'y avait pas d'intention de tuer Poutine qui ne dort pas là, mais il y avait une symbolique très forte. Là, c'est une répétition plus importante de cette symbolique. Et moi, je fais un lien avec ce que Ilya Ponomarev a dit sur le plateau d'LCI la semaine dernière. Ilya Ponomarev, c'est un Russe, ancien membre de la Douma, le seul député russe à ne pas avoir voté l'annexion de la Crimée, qui se trouve en Ukraine et qui est le chef politique de la Légion pour la liberté de la Russie, qui a un bras armé. Ce bras armé est intervenu à Belgorod avec une autre unité militaire, qui relève plus de l'extrême droite dans son état d'esprit. Mais Ponomarev, donc, est un chef politique et nous a dit la semaine dernière qu'il y avait en Russie des partisans russes anti-Poutine, qu'ils étaient derrière la frappe sur le Kremlin et qu'ils renouvelleraient ce type de frappe avec des drones. Alors, je ne sais pas si ces drones venaient d'Ukraine ou venaient de ces personnes, mais pour moi, la conjonction, c'est le fait de viser la nomenclatura, le haut du panier russe, avec une symbolique très forte. Est-ce qu'ils voulaient tuer Poutine ? Je n'en sais strictement rien. Mais regardez le résultat. La communication faite par l'ancienne ballerine du Bolchoï, elle est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que militairement, tout ça n'a aucune importance. Politiquement et psychologiquement, le message qui est envoyé à l'élite qui est autour de Poutine, c'est de leur dire on est capable d'aller vous chercher là où vous êtes. Le pouvoir militaire, votre système de défense est tellement mauvais que vous n'êtes pas à l'abri. Et ça peut être de nature, c'est une hypothèse parce qu'on ne sait pas quels sont les jeux de pouvoir au Kremlin, à peut-être fragiliser Poutine. C'est-à-dire que certains puissent commencer à se dire mais est-ce qu'il ne faut pas commencer à prendre nos marques aujourd'hui ? Est-ce qu'il vaut mieux aller chez Prigojine qui peut représenter une option ? Enfin voilà, toujours est-il que tout ça s'inscrit dans ce qui se passe depuis 1 mois avec différents types de frappes. Là, on a un contenu psychologique sur la tête du pouvoir russe. C'est quand même très intéressant comme approche. Oui, toujours un but psychologique, Olivier, mais ciblé sur l'élite et le pouvoir autour de Vladimir Poutine. Oui. Alors moi, et je partage ce que dit Pierre, c'est-à-dire que il y a une façon de faire pression sur la nomenclatura. Je trouve, pour une fois, le mot nomenclatura est parfaitement utilisé. Souvent, on le dévie. Moi, je vois sur les aspects militaires. Effectivement, il y a 3 semaines, on était ici. Il y avait cette attaque de drone sur le Kremlin. On avait discuté à l'époque. Est-ce que c'est un drone ukrainien ? Est-ce que c'est pas finalement une manipulation russe ? Qu'est-ce que c'est ? Ce qu'on voit, c'est qu'à nouveau, voici des drones ukrainiens qui visiblement volent pendant 600 km à travers le territoire russe pour arriver de façon plus ou moins précise pour ce 6 km d'une cible. C'est pas très satisfaisant, mais peu importe. L'effet psychologique est là. S'il n'y avait pas d'effet militaire, l'effet psychologique est là. 600 km. Ce qui pose la question, finalement, d'abord de la stratégie ukrainienne, de multiplier les coups d'épingle, et ça, c'est conforme à leur stratégie actuelle, c'est bien joué. Mais aussi la question, finalement, de la défense solaire russe. C'est-à-dire que ce que cherchent militairement à faire les Ukrainiens, ils l'ont fait la semaine dernière avec l'attaque sur un village à côté de Belgorod pour essayer d'élargir le front. Là encore, ils essayent finalement
de disperser la défense solaire russe, qui est finalement la réponse du berger à la bergère, parce que les Russes ne cessent de taper dans la profondeur ukrainienne, justement pour disperser la défense solaire ukrainienne. Donc finalement, il y a un parallélisme d'efforts qui est intéressant et qui rentre dans une grande campagne militaire et pas seulement politico-psychologique, comme vient de le dire Pierre, que je trouve intéressante. Est-ce que c'est susceptible, Pierre a évoqué cette hypothèse, de faire douter l'élite autour de Vladimir Poutine, de dire finalement nous voici nous-mêmes pris pour cible. Alors peut-être quitte à pousser certains dans les bras de Prigojine, on ne sait pas, quitte à pousser d'autres vers l'Occident, je ne sais pas non plus, ou à se mettre en retrait. Est-ce que c'est susceptible d'avoir une action de ce type-là ? Je pense que c'est l'idée quand même des Ukrainiens, effectivement, parce qu'en plus, en termes d'image, c'est très fort comparativement avec l'Ukraine, où il y a des tirs qui visent la population civile. Là, les Ukrainiens visent les proches du pouvoir. Parce que quand on a une fortune pareille, évidemment, en Russie, dans tous les pays bien tenus, n'est-ce pas, c'est forcément que vous êtes très proche du pouvoir. Donc c'est en plus aussi cette image qui est importante pour les Ukrainiens. Mais il est clair que tant que l'élite russe pouvait continuer à vivre de manière quasiment normale. Moi, j'ai rencontré un Français qui rentrait de Russie, qui m'expliquait qu'il avait une de ses connaissances qui avait réussi à faire venir les pièces détachées pour sa Rolls-Royce. Donc, franchement, tout va bien de ce point de vue-là. Tant qu'ils peuvent continuer à vivre comme d'habitude, ils ont juste à oublier qu'il y a une guerre en Ukraine. Mais s'ils sont visés, effectivement, là, c'est ce que espèrent, j'imagine, les Ukrainiens. C'est un réveil des consciences. C'est de se dire, non pas par grandeur d'âme, parce que par grandeur d'âme, ils ne se sont jamais élevés contre la guerre. Mais s'ils sont visés directement, là, effectivement, ça peut les pousser à commencer à réfléchir en se disant, trouvons une sortie, arrêtons cette guerre. Et en tout cas, Vladimir Poutine n'est peut-être plus le cheval sur lequel il faut miser. Je pense que c'est ce qu'il y a derrière dans la tête de ceux qui ont tiré hier sur cette région. L'intention ukrainienne, votre regard, Vincent. Et d'ailleurs, la boutade de Pierre tout à l'heure, je suis très tenté de la poursuivre, mais sur un mode de tout ce qu'il y a de plus sérieux, puisque voilà quelques jours, dans une de ses innombrables interviews, Prigojine a dit, je le cite, que des frappes sur ce fameux quartier de Roublievka auraient plus d'impact sur l'opinion et l'appareil politique que des assauts ou des incursions sur Belgorod. Prigojine avait dit ça. Prigojine. C'est-à-dire qu'une fois de plus, il s'est comporté comme le conseiller stratégique de l'état-major de Kiev, dont il loue d'ailleurs bien volontiers la qualité. Deuxième observation, l'embarras manifeste de Vladimir Poutine lui-même, qui, au risque d'un paradoxe assez ébouriffant, dit dans un même souffle, le système antiaérien a fonctionné normalement, mais la nécessité de l'améliorer est aujourd'hui patente. Il faudrait savoir. Là, il faut choisir. Et sur la réaction de Kiev, il y en a une autre qui est, à mon avis, digne d'être mentionnée, d'un conseiller que l'on connaît maintenant ici, un conseiller présidentiel, Mikhailo Podolyak, qui dit il n'y a pas d'implication directe de l'Ukraine. C'est son mantra. Très souvent, il emploie ce type d'expression volontairement ambiguë en laissant flotter l'hypothèse que. Bon. Et puis l'hypothèse peut-être que Pierre évoquait, c'est-à-dire celle d'un groupe, alors russe ou ukrainien, russe peut-être, puisque ce groupe en parlait. Évidemment, ça ne pourrait pas se faire sans le soutien de l'armée ukrainienne. On est d'accord pour trouver une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de drones aussi imposants. 32 là, selon le compte d'ailleurs de Vladimir Soloviev lui-même. Et au passage, il dit dans une de ses émissions hier soir que ça va contribuer à une prise de conscience que la guerre est là. Il dit bien Voïna, la guerre. Il ne parle plus d'opération militaire spéciale et que tout le monde doit se mettre sur le pied de guerre. Et au passage, un autre expert militaire, et c'était assez instructif, a le malheur de dire dans une autre émission, c'est très bien pour nous, c'est très positif, ces frappes de drones, ça va mobiliser le peuple. Et à ce moment-là, avec beaucoup moins d'élégance que vous le faites, entendu David, hier. On l'a entendu. L'animateur enchaîne en disant, on va passer à autre chose, on avance. Bon. Donc on a senti là, c'était palpable, un véritable embarras sur le plateau, parce que cette idée que c'était une excellente nouvelle de mettre en évidence les failles d'un système antiaérien, c'est vrai qu'il faut aimer le paradoxe. Un peu de fébrilité, Pierre, et puis on va revenir sur ce que disait Olivier sur les défenses antiaériennes et si c'était un moyen de soulager le front. Un tout petit détail, c'est en écoutant Vincent que ça m'est revenu. Vous savez que ça fait maintenant un certain temps que la figure de Staline est remise à l'honneur. Bien.
Et qu'est-ce qu'a dit Prigojine après l'occupation, enfin la pénétration de Belgorod? Parce que le président Poutine a félicité les gardes frontières. Quelques jours après, c'était la fête nationale des gardes frontières. Il a félicité ce corps, etc., qui s'était quand même fait passer sur le ventre. Bon. Et Prigojine dit, à l'époque de Staline, il aurait fusillé 200 personnes. Mais dans la mémoire russe, ça dit quelque chose. Et donc, entre le désordre, pour ne pas utiliser un autre terme, qui commence quand même à se voir, à se diffuser, et le fait de dire aux gardes-frontières, chapeau les gars, vous avez fait un excellent travail, et Prigojine qui dit, mais attendez, un vrai homme fort, il aurait fait fusiller 200... Non, Poutine ne va pas faire fusiller 200 gardes-frontières. Mais vous voyez cette espèce de décalage, et tout ça s'inscrivant dans des touches qu'on a commentées ici sur votre plateau depuis des mois, à travers différents témoignages, des écoutes, des fuites, etc., sur le thème, Poutine n'est pas l'homme de la situation, c'est un mou du genou, c'est un centriste c'est très bien par ailleurs, etc., pour ne pas utiliser d'autres termes, et donc cet homme ne tient pas la boutique. Et Vincent a raison, la déclaration hier de Poutine en marge d'une visite sur l'art, etc., elle était... Mais il y a des moments où je me dis, mais est-ce que ce personnage, enfin, est-ce qu'il habite sa maison? J'ai l'impression qu'il est dans une espèce de flottement intérieur, et il raconte des trucs comme s'il n'était pas... Et ça déteint sur Peskov, qui de plus en plus fait des déclarations aussi sur des sujets un peu graves concernant la Russie, et on a l'impression qu'il n'est pas complètement concerné par ce qui se passe. Enfin, le non-verbal donne une impression de distance par rapport à des sujets qui sont quand même un peu gravissimes pour un État qui se présente comme un État, la verticale du pouvoir, l'homme fort, etc. Voilà. Et Prigojine joue sur tous ces interstices-là. Continuité de nos débats. La télé publique, elle a devancé les réflexions d'Olivier Kempf. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec nos défenses antiaériennes? On les retire du front pour les mettre autour de Moscou? Non, il faut les laisser là-bas. Non, il faut en fabriquer d'autres. Écoutez, Soloviev, Leonkov, les propagandistes russes, montage Élodie Salé. Но нужно понимать, что, конечно же, нам придется усилить противовоздушную оборону. Я об этом говорил, что лучшим решением является, например, размещение такого комплекса, как ЗРК Тор-М2 по периметру городов. Каждая пусковая установка закрывает 200 квадратных километров. Это нужно Но для понимать. этого они должны быть в достаточном количестве. То есть, значит, надо развернуть я думаю, дополнительное что у нас производство. есть Мы же не количество, можем... да. Мы же от фронта тоже отрывать не можем. Нет, мы от фронта не будем отрывать. Нам придется, наверное, отрывать от некоторых участков наших основных направлений, чтобы вот это вот локализовать. Понятное дело, что вот завод, который производит эти торы, он работает круглосуточно. Вот, но противник же тоже работает круглосуточно. Но мы сейчас работаем, еще раз говорю, по вспышкам. Мы можем вот 1000 торов поставить, они найдут какое-нибудь решение, запустят 2000 этих беспилотников. Потому что беспилотники — это как семечки. Voyez comment ces bombardements ukrainiens font évoluer la nature des débats à la télé russe. On se sert de cette formule très régulièrement, mais on pourrait s'en servir encore. Qui aurait imaginé il y a 15 mois qu'à la télé russe, alors qu'ils essayaient de conquérir Kiev, on en serait à parler de quels sont nos meilleurs moyens de protection face aux bombardements ukrainiens. Je voulais d'un mot vous signaler aussi, pour vous demander si ça a de l'importance, qu'il y a, et peut-être pour la première fois aussi nettement, une divergence d'appréciation entre occidentaux sur ce qui s'est passé hier au-dessus de Moscou. On a entendu les États-Unis réaffirmer immédiatement « nous ne soutenons pas et nous continuerons à ne pas soutenir les actions sur le territoire russe ». Eh bien, les Anglais ne disent pas ça, les Britanniques ont un sentiment inverse. James Cleverly, donc secrétaire d'État britannique, chargé donc des affaires étrangères, les cibles militaires légitimes au-delà de sa propre frontière font partie de l'autodéfense de l'Ukraine. Divergence de position. Olivier Kempf. Alors, une remarque, on sait depuis longtemps que les Britanniques sont les plus allants dans le soutien à l'Ukraine, on va dire ça comme ça, les plus pugnaces, et donc les plus agressifs, disons les choses simplement. Pour revenir sur la déclaration américaine, ce qui est intéressant de voir, c'est que elle sous-entend, et on a des analyses qui commencent à apparaître là-dessus, que les drones qui ont été utilisés ne viennent pas d'armements occidentaux. C'est-à-dire qu'il s'agit d'outils qui ont été bricolés, c'est-à-dire qu'on avait des espèces de pulvérisateurs, je ne sais pas quoi, sur lesquels on a changé le moteur électrique, on a mis un moteur thermique, bon bref,
je ne vais pas entrer Les dans les détails. castors. D'abord, j'y comprends pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette autonomie de capacité ukrainienne commence à leur donner des armes. Et donc une autonomie d'action où ils ne vont pas demander, comme pour un missile Patriot ou un MR ou je ne sais quelle arme, l'autorisation à celui qui leur a fourni. Parce qu'on sait bien que les armements occidentaux sont fournis avec un certain nombre de limitations. J'aimerais revenir très rapidement sur la séquence que vous avez passée juste avant, là, sur le débat télé. Ce qui est assez intéressant, c'est la notion de guerre des ressources. Si vous voulez, si on a une guerre d'usure, une guerre longue, on est finalement sur une guerre de ressources. Nous avons suffisamment parlé sur nos plateaux du soutien à l'Ukraine, de la nécessité d'approvisionner en armes, en munitions, en tout ce qu'il faut. Les Russes ont exactement le même débat, sachant qu'il ne s'agit pas... Et l'observation que l'on fait pour les Ukrainiens, on le fait aussi pour les Russes. Il ne s'agit pas juste de fournir des armes, il faut aussi des hommes et des équipages pour équiper ces armes. Et on revient à la question des ressources humaines. Et une guerre de ressources, c'est aussi une guerre de ressources humaines. Bon, on avance. Vous voulez rajouter quelque chose ? Très rapidement, rappelons-nous que dès les attaques sur la base aérienne de Engels, dans l'oblast de Saratov, il s'agit de matériel soviétique amélioré, amendé. Et donc, ce n'est pas tout à fait nouveau. Et puis moi, j'observe quand même que la formulation, le phrasing, comme on dit en anglais, est quand même très soigné. Nous ne soutenons pas, mais nous n'interdisons pas, nous ne dénonçons pas. Donc, d'une certaine manière, la ligne rouge, à mon avis, n'est pas là. Ce serait effectivement le recours à du matériel américain et surtout des frappes qui auraient un impact sur les populations civiles russes. Là, on briserait un peu le pacte implicite entre Kiev et Washington. Oui, Pierre. Les Britanniques disent le droit. En l'occurrence, le droit de la guerre, le droit international permet d'aller frapper dans le pays qui vous agresse. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Les Américains répètent et disent tout haut ce que les services secrets américains ne cessent de dire aux services secrets russes. C'est-à-dire, on ne veut pas de Troisième Guerre mondiale. Quand les Russes avaient expliqué que le missile qui s'était écrasé en Pologne ne venait pas de chez eux, les Américains ont tout de suite dit non. Et d'ailleurs, Kiev, à ce moment-là, c'est la seule faute de quart de communication que moi je note sur 15-16 mois de la part du président Zelensky qui s'est accroché à son explication. Et les Américains sont très clairs. Et du côté russe, les Russes, entre guillemets, jouent le jeu aussi. C'est-à-dire que les Russes ne souhaitent pas... C'est pour ça aussi que je pense que l'utilisation de l'arme nucléaire me semble, pour des tas de raisons, mais notamment celle-ci, peu d'actualité à vue humaine. Et les Américains répètent cela parce que c'est ce qui se dit dans des conversations parallèles très claires. Voilà. Donc personne ne veut, et les Russes ne le veulent pas non plus, une troisième guerre mondiale qui, alors là, pour le coup, si elle s'enclenche, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller.